Je voudrais remercier d'abord les États co-sponsors de cet événement, de ce side event. Je voudrais remercier la France, la Belgique, l'Union européenne, la Suisse et l'Italie qui nous soutiennent dans ce combat pour l'abolition de la peine de mort et pour ce travail je dirais, explicatif autour de cette résolution et du moratoire. Je voudrais aussi remercier nos partenaires aujourd'hui, et notamment notre partenaire ICDP, la Commission internationale contre la peine de mort, qui est représentée aujourd'hui par Ivan Simonovic, que vous connaissez tous bien et qui est membre de cette commission et qui a été pendant longtemps le secrétaire général adjoint des Nations Unies aux droits de l'homme pendant de nombreuses années. Je voudrais remercier tous les intervenants des différents panels, notamment le professeur William Chabas et le professeur Madame Nadia Bernoussi, qui sont tous les deux d'éminents spécialistes de droit international et de droit constitutionnel qui pourront nous faire un point sur cette résolution et sur les détails de cette résolution. Enfin, je voudrais remercier aussi les interprètes parce qu'il est possible d'écouter en français comme en anglais. Et justement, ça me permet de pouvoir donner quelques règles de fonctionnement et de règles techniques. Vous avez en bas de votre écran la possibilité au niveau de l'interprétation d'avoir soit en français, soit en anglais, soit aucune interprétation. Je vous invite à le faire. Je vous invite aussi à couper les micros pour ceux qui sont panélistes quand ils n'ont pas quand ils ne prennent pas la parole. Ce sont toujours les règles, les mêmes règles. Aujourd'hui, on est tous habitués dans cette période où les webinars deviennent la règle. J'informe aussi qu'à la fin de cette session, il y aura la possibilité de faire un Q&A, des questions-réponses via le chat. Vous pouvez écrire sur le chat. Nous prendrons un certain nombre de questions. Des interventions orales pourront être faites seulement par les représentants d'État et des délégations, officielles. Par contre, des questions peuvent être quand même posées via le chat et nous essaierons d'en porter un certain nombre. Enfin, voilà, Ensemble contre la peine de mort, que vous connaissez tous, qui est une ONG qui travaille depuis des années sur l'abolition de la peine de mort. Nous avons, depuis que la résolution moratoire existe, nous travaillons à l'ONU, à New York, dans un souci, je dirais, d'explication, un souci pédagogique pour expliquer le contenu de cette résolution. Rappeler que cette résolution est une résolution sur l'application du moratoire universel, et pas exactement une résolution sur l'abolition, et que de ce fait, un nombre important, et je dirais un nombre croissant d'États peuvent soutenir et soutiennent cette résolution. C'est chaque année, depuis 2007, nous avons une progression sans cesse du soutien à cette résolution. En 2018, les chiffres parlaient d'eux-mêmes, 121 pays membres de l'ONU, des Nations Unies, ont voté en faveur de cette résolution. 35 se sont opposés et 32 abstentions et 5 absences. Cette résolution est une symbolique très forte. Cette résolution porte aussi le mouvement abolitionniste mondial et finalement la tendance que l'on ressent internationalement et partout dans le monde. Nous la ressentons dans des pays aussi bien de tous les continents, aux États-Unis, en Afrique, où chaque année, un nouveau pays abolit la peine de mort. Et je tiens pour cela aussi à saluer grandement la présence parmi nous du ministre André Lita Asebea, ministre des Droits humains de la République démocratique du Congo, qui, par sa présence, montre l'engagement, l'intérêt des pays africains et plus particulièrement de la RDC aujourd'hui autour de cette question fondamentale et autour de la question du vote pour le moratoire. Enfin, je tiens à rappeler qu'un certain nombre de pays aux Nations Unies, à la troisième commission, ne votent pas cette résolution et leurs votes ne sont pas forcément en cohérence
avec la situation dans laquelle est leur pays, puisque nous avons identifié 20% de pays qui ne votent pas en cohérence. Et nous avons, mes collaborateurs vont, via le chat, vont vous faire circuler un flyer récapitulatif qui vous montreront comment peut-être expliquer comment ces pays peuvent peut-être voter en cohérence avec la situation dans leur pays. Et nous appelons ces pays à une cohérence dans ce vote. Avant cela, j'aimerais laisser la parole aux pays co-sponsors de cet événement. Je voudrais d'abord laisser la parole à Philippe Kridelka, ambassadeur et représentant permanent de la Belgique auprès des Nations Unies. Monsieur Kridelka, à vous la parole et je vous remercie. Merci, cher Président. I will express the first paragraph of my intervention in French and the rest of the intervention in English by respect for the cultural, the linguistic diversity of our organization. Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est un honneur et un plaisir de pouvoir partager avec vous quelques brèves remarques à l'occasion de cet événement important. Et je tiens à remercier en particulier nos partenaires de la société civile, Ensemble contre la peine de mort, pour tous leurs efforts, ainsi que Monsieur le ministre de la Justice du Congo RDC, l'ambassadeur Nicolas de Rivière, l'ambassadeur Simonovic et les autres collègues présents ici aujourd'hui. Almost a month ago, my dear colleagues, we celebrated the World Day Against the Death Penalty. This is an important day to raise awareness around the issue of capital punishment, something we have reached a universal moratorium. Last year, the 7th World Conference Against the Death Penalty was hosted in Brussels. It brings together politicians, activists, lawyers, researchers, and others who are involved in the cause of abolition of the death penalty. The International Covenant on Civil and Political Rights, ICCPR, only allows for the imposition of the death penalty in the most exceptional circumstances. Last year, it was 30 years since the General Assembly adopted the second protocol to the ICCPR, which aims to abolish the death penalty completely. As a member of the group of friends of this protocol, Belgium strives to promote its ratification and to stimulate discussion on how we can progress together in order to limit the application of the death penalty. At the same time, we do realize that abolition does not simply happen overnight. It is preceded by a long process, which has to be underscored by a broader public debate, a public debate which is never an easy one, nowhere. And often, the argument of the judicial error, l'erreur judiciaire, seems, at least in the case of my country, to be able or to have been able to convince the unconvinced. In my country, the last execution in peacetime took place in the 19th century, in 1863. It appeared years later that the state, the Belgian state, had convicted and had killed an innocent person, and that the real culprit was only discovered years later, after he confessed his crime. During more than 1 century, in Belgium, we kept the death penalty in our penal code, but we did not apply it in practice in time of peace. Belgium only abolished the death penalty by law, in war and in peace, as recently as 1996. And in 2005, the abolition was enshrined in our constitution. All those years, we had a difficult, polarized debate about the death penalty. It was, of course, not used in practice anymore, but should we also abolish it from our laws? When it was finally abolished by law only 25 years ago, Belgium was one of the last countries in Europe to do so. The good news, my dear colleague, is, and I'm sure that our panelists today will discuss about this, is that globally we see that we are slowly moving towards a universal moratorium on the death penalty. Around 60% of UN member states have abolished the death penalty in law, and last year, in 2019, 90% of UN member states did not execute a single person, 90% of us. However, we still have a long way to go in order to abolish this cruel punishment. Certain events can trigger new debates around the death penalty in countries that have a de facto moratorium. Today's side event aims to provide a space for an open dialogue
on the use of the death penalty. Let us share experiences and best practices to see how we can halt the application of capital punishment in the long term. I thank you for your attention. Merci, Monsieur l'ambassadeur. Je souhaiterais maintenant donner la parole à Nicolas de Rivière, ambassadeur et représentant permanent de la France auprès des Nations Unies. Monsieur de Rivière, c'est à vous. Merci beaucoup. Je tiens d'abord à remercier Ensemble contre la peine de mort pour l'organisation de cette réunion importante. Comme cela avait été le cas il y a 2 ans, je pense que cette réunion permettra une discussion riche sur un sujet qui est évidemment prioritaire pour la France, pour l'Europe aussi bien entendu, à un moment important. En effet, la résolution sur le moratoire a été déposée en 3e commission et sera mise au vote prochainement. Alors, comme cela a été dit, le constat est clair et il nous conduit à pouvoir dire que l'espoir est permis. Le nombre d'exécutions confirmées en 2019 a diminué de 5% par rapport à 2018 pour atteindre son niveau le plus bas depuis au moins 10 ans. Aucun pays n'a aboli la peine de mort en 2019, mais il y a clairement des progrès. Plusieurs États ont maintenu leur moratoire et d'autres, comme par exemple la Gambie, l'Angola, la Palestine, l'Arménie, le Kazakhstan, ont signé ou ratifié le protocole additionnel au pacte relatif aux droits civils et politiques visant précisément à abolir la peine de mort. C'est donc une tendance positive qui se poursuit depuis 2007, date à laquelle nous présentions ensemble la première résolution à l'Assemblée générale demandant un moratoire en vue de l'abolition de la peine de mort. En France, comme vous le savez peut-être, nous célébrerons en 2021 les 40 ans du vote en faveur du projet de loi pour l'abolition de la peine de mort porté par Robert Badinter. En 10 ans, donc, près de 15 États ont aboli la peine de mort pour tous les crimes et de nombreux autres ont suspendu les exécutions. Grâce à notre mobilisation collective, certains États ont écarté la reprise des exécutions alors même qu'ils observaient des moratoires sur l'application de la peine de mort. C'est une tendance universelle. La France s'en félicite et collectivement, je crois que nous devons évidemment persévérer. Néanmoins, la peine de mort, si elle recule dans le droit et dans la pratique partout dans le monde, elle demeure et ces progrès que je viens de décrire ne doivent pas nous conduire à baisser la garde et à considérer tout cela comme un acquis. La peine de mort, c'est évident, elle continue à être décidée, mise en œuvre, exécutée. Elle s'accompagne en général souvent d'autres violations des droits de l'homme, applications discriminatoires qui touchent les plus démunis, conditions d'exécution qui confinent à la torture et au traitement dégradant. Dans les pays qui la pratiquent à grande échelle, je pense notamment à la Chine, à l'Arabie saoudite, à l'Iran, au Pakistan, à l'Irak, la peine de mort résulte de procès qui sont bien souvent non respectueux des normes du procès juste et équitable. Malgré l'appel récurrent en faveur d'un moratoire universel sur l'application de la peine de mort, 49 pays l'appliquent toujours en 2020, ce qui implique qu'environ 65% de la population mondiale vit encore sous le joug d'une justice qui tue. Il est donc, et c'est mon dernier point, tout aussi important de poursuivre le dialogue pour avancer vers le moratoire. Nous devons rappeler qu'aucune étude statistique ne prouve le lien infaillible entre application de la peine de mort et réduction de la criminalité. La peine de mort n'a pas d'effet dissuasif. C'est prouvé par tous les criminologues. L'exemple français démontre le contraire depuis 1981. Le nombre de crimes de sang a diminué significativement. Nous devons aussi rappeler le risque d'erreur judiciaire révélé par les analyses ADN, y compris sur des condamnés à mort, parfois, hélas, après leur exécution. Le dialogue doit donc se poursuivre
sur le long terme, en favorisant le partage des expériences, en permettant le débat sur la question. Il doit être le plus inclusif possible, en associant évidemment la société civile, et c'est pour moi l'occasion, encore une fois, de saluer le travail d'Ensemble contre la peine de mort, les institutions nationales des droits de l'homme dans nos différents pays, les juristes, bien sûr, mais aussi les parlementaires, les ONG, Amnesty International, par exemple, qui fait un travail essentiel sur le sujet. Les Nations Unies, et notamment le bureau de la haute commissaire aux droits de l'homme, qui organise des débats régionaux, ont un rôle évidemment essentiel. Il y a 2 ans, le texte de l'Assemblée générale avait été adopté par un nombre historique de 121 États. C'est un bon résultat qui nous engage à redoubler d'efforts cette année pour conforter ce résultat, ce soutien, et essayer d'élargir cette majorité. J'en profite pour remercier la Suisse et le Mexique pour leur travail. Avec tous ses partenaires, la France a aussi participé activement aux négociations. Elle participe aux démarches en soutien à ce texte. Pour conclure, je souhaiterais rappeler que ce débat n'est en rien incompatible avec le respect des prérogatives des États et le respect de leur souveraineté. Au contraire, il permet de nourrir une décision politique souveraine plus solide, plus efficace et de trouver les conditions de la réforme la mieux acceptée par tous. C'est pourquoi j'appelle tous les États, quelle que soit leur situation sur le chemin du moratoire, à soutenir cette résolution. Je vous remercie. Merci, Monsieur l'ambassadeur. Je passe la parole à Stefano Stefanile, ambassadeur et représentant permanent adjoint de l'Italie auprès des Nations Unies. Monsieur l'ambassadeur. Merci beaucoup. Bonjour à tous. L'Italie est très heureuse de coparrainer cet événement, cette discussion. Je voudrais remercier en particulier l'organisation promotrice Ensemble contre la peine de mort d'avoir pris l'initiative. Je vais faire mon intervention en anglais. Je comprends qu'il y aura la traduction. Let me make as a first point, let me recall that the abolition of the death penalty for Italy is a top priority in terms of our national foreign policy. And this goes back a very long way. Our Prime Minister during the last high-level week recalled that the first abolition of the death penalty in the world was achieved in the Grand Duchy of Tuscany in 1786, which means well before Italy became a unified country. So it is not only a long-standing tradition in our case, I would say it's an ancient tradition. And this explains why Italy has been at the forefront of the global campaign to abolish the death penalty since its beginning back in the 1990s. And we believe that the death penalty is an inhuman and degrading punishment, which denies the right to life, which is the most fundamental of all human rights. And on the other side, as it has already been recalled, statistics show that it is not a criminal deterrent and it does not ensure an increased level of security, and it makes judicial mistakes fatally irreversible and irreparable. And the effects of the capital punishment can be, as we all know, asymmetric, unfair, hidden, and in most of the cases, they affect the most vulnerable categories: women, the poor, the social outcasts. So this is why we embarked ourselves in the initiative that brought the General Assembly in 2007 to take a significant step towards the ultimate goal of the abolition of capital punishment, with the endorsement for the first time of a global call for a worldwide moratorium. And since that landmark vote in 2007, the trend against capital punishment has become stronger and stronger. And over the years, we have seen an increasing number of public awareness raising events, such as the one we are having right now. And it is heartening to see that the ranks of the like-minded progressively as well, and the world progressively is moving towards the universal abolition. But we have to be clear that we are far from being there yet. And we have a great deal of work to do. And most immediately, we have to focus on the adoption of this year's resolution on the moratorium.
And let me say this year's text contains a few important additions. First of all, a mention to the role of civil society, which I have pleasure in recalling during this discussion. There is also a new language on the treatment of the families and the legal representatives of the convicted persons, and a new reference to the gender impact of death penalty. And let me recall that Italy organized a side event on this specific issue, the gender dimension in the application of the death penalty, during the last ministerial week, together with the Gambia, the European Union, Amnesty International, and other organizations. So we are happy to see that there is an increasing number of member states, as it was already recalled by previous speakers, which are already aligned with the substance and the contents of this resolution that is now under the attention of the General Assembly, either de jure or de facto. And we hope that this will translate also in a more positive evolution of their vote in favor of the text, so that greater consistency can be assured between the situation in their own countries and the vote that they cast in the General Assembly. At the same time, we hope that those member states who voted against the resolution 2 years ago can now, after 2 years, consider this test in a more neutral, if not a favorable position. So let me conclude by saying that the path toward a global moratorium and ultimately towards the abolition of the death penalty is long, requires courage, intensity, consistency, and determination. But I also would like to stress that what is needed is also a constant effort of dialogue towards those governments and civil societies which hold different positions and sensibilities in this respect. We do not see this as just, an intergovernmental confrontation. We rather see this as an opportunity to march together towards the respect of the dignity and rights of every human being. Merci beaucoup encore pour l'opportunité. Merci, monsieur l'ambassadeur. Je passe la parole maintenant à Barbara Schädler-Fischer, chef adjointe de la division sécurité humaine au ministère des Affaires étrangères de la Suisse. Merci beaucoup. Excellencies, ladies and gentlemen, on behalf of Switzerland, I would really like to thank Ensemble contre la peine de mort for convening this very important discussion on the death penalty. Let me underline that the universal abolition of the death penalty is and will remain a priority for Switzerland's foreign policy. We have also developed an action plan to this end. On the one hand, to reaffirm our leading role in the global abolition movement, but also to have a clear focus on key activities. Through political advocacy, international initiatives, and local projects, my country has contributed to the abolition movement over the years, together with like-minded states and partners from civil societies such as ECPM, the judicial system, and of course, political actors. In this spirit, Switzerland, together with Mexico, co-facilitates during the current session of the Third Committee, the resolution on the moratorium on the use of the death penalty. We presented this text on behalf of the Interregional Task Force, including its members, France, Belgium, Italy, and the EU, who's co-sponsored this event today, but also many others such as Angola, Chile, and Micronesia, just to mention a few. The cross-regional support of this initiative reflects that member states representing a variety of legal systems, traditions, cultures, and religious backgrounds have taken a position for a global moratorium on the use of the death penalty. This General Assembly resolution remains of utmost importance to the work of all actors, including civil society. Let me reiterate that the focus of the resolution is on the moratorium on the use of the death penalty. It thus echoes the call of the Secretary General, Antonio Guterres, to establish a universal moratorium on executions with a view to abolition. Conscious that death penalty remains a sensitive issue with a diversity of views,
We thank all the delegations for their active and committed participation during the informal consultations. To have such a constructive exchange and discussion with all member states has been a great priority for us as co-facilitators, and it will remain indispensable also in our future efforts. Excellencies, ladies and gentlemen, more than 4 out of 5 countries worldwide have either abolished the death penalty or do not apply it. Every one of these countries has taken this decision on its own. It confirms that globally there is a steady trend towards abolition, with progress in all regions of the world. Switzerland, as co-facilitator, encourages more states to join this important call. We will remain committed and we count on your support. I now wish you an interesting and fruitful discussion. Thank you. Merci beaucoup. Alors, je voudrais m'excuser auprès de l'ambassadeur Silvio Gonzato. J'ai oublié de lui donner la parole, mais donc je souhaiterais maintenant donner la parole à l'ambassadeur Silvio Gonzato, chef adjoint de la délégation de l'Union européenne auprès des Nations Unies, acteur essentiel abolitionniste. Monsieur l'ambassadeur, c'est à vous. Bonjour Raphaël, bonjour les collègues, pas de problème, il n'y a aucun souci, je suis content d'être même le dernier pour conclure un peu l'introduction. Excellencies, dear colleagues, let me thank first of all ECPM for today's initiative. As Nicolas said at the beginning, it comes really at the right moment because we are discussing in third committee the resolution on the moratorium. The European Union is a strong supporter of the resolution on the question of death penalty, both here in New York in the third committee, but also in Geneva, the Human Rights Council. And we see the question of the death penalty as a human rights issue. Indeed, as Stefano was pointing out, judicial mistakes compounded by social inequalities, by social perceptions, by prejudice and discriminatory laws, and sometimes also by political pressure can lead to the execution of innocent people in countries where the death penalty is still in use. And for these reasons, but also because the application of the death penalty has not proven to have any deterrence effect, the retentionist countries are increasingly isolated. As Philippe pointed out at the beginning, 90% of the 193 UN member states did not carry out any execution in the last year, and over 80% did not execute for at least 10 years. And 60% of the UN member states have now abolished the death penalty in law. Let me say in this context how pleased we are that Kazakhstan has recently ratified the second optional protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, marking its choice to abolish the death penalty. And we also see a welcome trend towards the abolition on the African continent, in particular in the Central African Republic, Equatorial Guinea, Gambia, Kenya, and Zimbabwe. Let me say a couple of words about the resolution. The resolution presented to the third committee by a cross-regional group does not ask countries to abolish the death penalty. I think it's important to point that out. It calls upon countries to proclaim a moratorium on the executions. Abolishing the death penalty or asking tribunals not to sentence people to death requires a change in criminal law. This is not what the resolution is asking. And by the way, this is the reason why we strongly believe that proposals to add to the resolution a reference to national criminal law is ill-placed. Declaring a moratorium on execution requires only a political decision with no implication on the national legislation. Thanks to the work of the co-chairs and of the members of the cross-regional group, and thanks to the proposal received during the informals, the text table last week contains a number of valuable additions that Stefano outlined regarding the role of civil society in promoting a debate, the discriminatory application of death penalty to women, and also measures to cater for children and family. And all these additions, in our view, send a message that the moratorium on the use of penalty contributes to enhancing respect for human dignity. Dear colleagues, the question of death penalty remains a very emotional one in many countries and here at the UN. I'm pretty sure you agree with me on that. National debates and discussions like the one we are having are important to allow supporters and opponents of the abolition to exchange arguments. And I very much hope that we'll be able to have this exchange in a serene and frank way today.
But let me conclude by, appealing to all UN member states to co-sponsor and support the moratorium resolution, which is on the agenda of the third committee. Thank you, Raphaël, and over to you. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur. Et encore désolé pour cet oubli. Je voudrais remercier encore une fois tous les co-sponsors de ce side event. Je vous invite peut-être à débrancher, déconnecter vos caméras pour permettre de passer au deuxième panel. Ce deuxième panel qui permettra justement de s'attarder sur le détail de cette résolution, sur comprendre ce qu'il y a derrière le moratoire et la question du moratoire, préciser, parce que nous avons vu combien il était important de comprendre la résolution et comprendre ce qu'il y avait derrière le texte. Beaucoup des diplomaties et des représentants, aussi bien en troisième commission, et des diplomates des pays qui ne savent pas s'ils doivent ou pas soutenir ce texte, nous posent souvent ces questions, et on est là aujourd'hui pour y répondre, et nous avons les meilleurs, les plus grands intervenants pour y répondre. Je voudrais d'abord donner la parole à Ivan Simonovic, qui, je ne le présente pas ici, comme je disais, il est chez lui à New York, mais il est aussi représentant de la Commission internationale contre la peine de mort, qui est un acteur fondamental, un partenaire d'Ensemble contre la peine de mort pour expliquer, dialoguer avec les États et les représentants politiques. Monsieur Simonovic, Ivan Simonovic, je vous laisse la parole. Dear coordinators, Mr. Moderator, distinguished panelists, dear colleagues, it is my pleasure to address you today. Most of you know me as the permanent representative of Croatia. However, as Mr. Moderator has emphasized, I am also a member of International Commission Against the Death Penalty. There is no problem nor conflict of interest between those two. Croatia is a member of the support group of ICDP and strongly support its activities, including participation in this panel. Today, I would like to share with you a couple of arguments on why I think that it is so important that you support the moratorium resolution when it comes for a vote. There are numerous reasons why not to execute. Furthermore, the results of recent empirical evidence-based researches strengthen traditional arguments against executing, undermine arguments traditionally used to justify executions, and point to new arguments why not to execute. Let me mention just 7 most important arguments. First, wrongful convictions do occur in practice. We always knew it, but for the first time, the DNA analysis enables us to have a better insight into how often wrongful convictions occur in death penalty cases. Research indicates that in the US, where the DNA analysis is most advanced, at least 4% of death penalty convictions are the wrongful ones. Secondly, arbitrariness and discrimination in the implementation of the death penalty are widespread. The death penalty disproportionately affects vulnerable groups, minorities, migrants, and poor. For example, research indicates that in this country, it is 4 times more likely to get the death penalty for the same crime if you are Black. Third, it is becoming increasingly clear that it is impossible to execute a person without violating some human rights. In view of an increasing number of human rights experts, the death penalty violates the right to life, right to dignity, and the right to be free from cruel, inhuman, and degrading treatment, as well as torture. There is no human way to execute human being. Botched executions appear not often, but regularly, no matter the method of the execution. Fourth, speaking of the justice for victims, not all families of victims want the death penalty as a revenge. Victims' families against the death penalty movement testifies to that.
The ones seeking revenge also often end up frustrated. Any other sentence than the death penalty disappoints them, and long proceedings before the execution prevent closure. Fifth, there is no reliable evidence that the death penalty deters crime. Some researchers claiming that it does have proven to be wrong. When strict methodology is implemented and applied, such as in the case of US National Academy research or the widest UN research, the result is quite clear. There is no reliable evidence that the death penalty deters crime. Six, the death penalty disproportionately affects the mental health and well-being of innocent third persons. They include family members of those convicted, as well as participants in the criminal proceedings or executions, such as prosecutors, judges, lawyers, and prison staff. Seventh and lastly, there is a mounting evidence that the death penalty negatively affects the whole society. Evidence-based comparison indicates a high correlation between the death penalty and authoritarianism. Dear colleagues, let me conclude. There are many important reasons why we should not execute fellow human beings, no matter what they may have done. We do not have to kill to prove that killing is wrong. I sincerely hope that our support for the moratorium resolution, when it comes for a vote, will help us to keep on in moving away from the death penalty. Thank you very much. Merci, merci beaucoup, Monsieur Simonovic. Avant de laisser la parole aux deux autres panélistes, que seront professeur William Chabas et professeur Nadia Bernoussi, je rappelle que vous pouvez d'ores et déjà poser des questions dans la session de questions-réponses. Nous nous efforcerons d'y répondre par la suite. Professeur Bill Chabas, vous êtes un spécialiste. Merci de nous donner votre analyse sur ce vote et sur le texte de la résolution. Merci beaucoup, Raphaël, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, Excellences. Earlier this year in July, the Secretary General issued the 10th quinquennial report on the status of the death penalty, a document in whose preparation I assisted. The report confirms once again that the trend to the limitation, reduction, and abolition of capital punishment throughout the world continues unabated. It is in this context that the General Assembly turns once again to the biannual resolution on a moratorium. With each iteration of this resolution since 2007, when the tradition began, the language of the moratorium resolution has become increasingly robust as new issues are confronted and addressed, and the majorities have continued to grow. 2 years ago, the bulk of the text of the resolution was negotiated by consensus and did not lead to any significant debate within the third committee. But there was one sticking point that preoccupied the third committee in 2018, the so-called sovereignty amendment. It did not form part of the draft that was proposed. A number of states, many of whom eventually voted against the resolution or abstained, proposed the addition of a paragraph, and I quote, reaffirming the sovereign right of all countries to develop their own legal systems, including determining appropriate legal penalties in accordance with their international law obligations. Now, I'm an international lawyer, not a diplomat, and determinations about whether or not to reject such an amendment, even in the knowledge that it will be adopted, or to massage it through negotiations, or simply to concede the point and include it within the draft proposal, involves subtle diplomatic calculations that it is hard for an outsider to appreciate. To an outsider who doesn't frequent the corridors of the third committee, the amendment is both harmful and damaging, and at the same time, inconsequential. It's harmful and damaging because of the message it sends, which is one of encouragement and even incitement to those very, very few states who have suggested they might return to capital punishment after abolishing it in law or in practice.
This was indeed the conclusion that seems to have been drawn by the Philippines in 2018. Despite being a state party to the second optional protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, which creates a legally binding treaty obligation not to impose capital punishment, and which is a treaty that does not allow or permit denunciation, the Philippines has threatened to revive a practice that it's abolished not once, but twice in the past 35 years. I note that the amendment, as adopted in 2018, recognizes that states may exercise their sovereignty over criminal justice, and I quote, in accordance with their international law obligations, close quote. Obviously, a state that threatens a flagrant violation of treaty obligations is not acting in accordance with its international legal obligations. Surely many, indeed most, of the states that supported the amendment would condemn what the government of the Philippines has been considering. For they too have treaty obligations with the Philippines, and I presume they would hope that those continue to be honored. Some states have attempted to defend the amendment by contending that the death penalty is not a human rights issue, that it's only a matter for criminal law. And that same idea that capital punishment is not a human rights issue reappears in the note verbal that some states, their number 2 is shrinking dramatically, who have been issuing a statement after the adoption of the moratorium resolution. The fallacy of this argument is proven, amongst other things, by the reports of member states to the Human Rights Council in the context of the Universal Periodic Review. Even those states that have not ratified the International Covenant on Civil and Political Rights, but that retain capital punishment and practice it, and there are only 7 of them, report to the Council on the limitations that they impose on the practice of the death penalty. They would not do so if they did not think it to be a human rights issue. And all of these 7 states are also parties to the Convention on the Rights of the Child. Article 37 of that convention prohibits imposition of the death penalty for crimes committed by children. If any of those states really believed that the death penalty was not a human rights issue, why did they ratify the Convention on the Rights of the Child? Why did they not make a reservation to Article 37 when they did it? I also said that the amendment was inconsequential. It really changes nothing from a legal standpoint. It does not in any way weaken or undermine the substantive points that are set out in the other operative paragraphs of the resolution or the principles enunciated in the preamble. Even the most enthusiastic proponents of the amendment understand that there is nothing they can do to stem the tide of abolition, and that in 2025, when the Secretary General presents the 11th quinquennial report, the list of states that have abolished capital punishment, de jure or de facto, will be even longer than it is in 2020. And perhaps, this should be our hope, there will be no need for such a quinquennial report in 2030 or in 2035, because the objective of global abolition of a penalty that is barbaric and inhumane will have been achieved. I thank you. Thank you, Bill. Thank you, Bill Chavas, for this very interesting presentation. I would like to let the floor now to Professor Nadia Bernoussi, constitutional law professor and representative of the Moroccan Consultative Committee for Human Rights at the United Nations. Nadia, please. Nadia, pouvez-vous... Voilà. Vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, je disais merci d'avoir été invité à nouveau par la coalition Ensemble contre la peine de mort, d'avoir été invité pour rediscuter, ça veut dire que l'affaire est encore récurrente, d'une thématique qui est considérable à la fois par sa nature, par ses enjeux et par son impact sur les droits de l'homme et sur la dignité. Il est inutile de répéter ici, parce que tout le monde est convaincu que la question de la peine de mort, c'est un homicide étatique qui est d'autant plus dangereux et injustifiable quand il s'agit de délits d'opinion ou de questions relatives à la vie privée ou à la vie sexuelle.
En décembre 2020, cette nouvelle résolution pour le moratoire sur l'application de la peine de mort va être soumise au vote de l'Assemblée générale des Nations unies. Et comme cette fois auparavant, la coalition mondiale se mobilise donc pour le moratoire universel. Je voudrais juste rappeler ici, mais le collègue qui a parlé juste avant moi, qui est internationaliste, connaît beaucoup mieux ces précisions, mais juste rappeler que la résolution au droit international, c'est un instrument qui n'est pas contraignant, c'est un instrument qui est provisoire, mais c'est un instrument qui peut démontrer un acte fort de l'engagement d'un État par rapport à la problématique de l'abolition de la peine de mort. Et d'autant plus que, donc, pas de contrainte, caractère provisoire, pas d'abolition, mais suspension. Et à mon avis, ça devrait décomplexer les États pour signer cette résolution relative à ce moratoire. Donc, depuis 2007, on se rend compte que les pays qui ont signé, qu'il y a des pays qui ont signé le moratoire et que juste après cela, ils ont aboli la peine de mort. Donc, la signature de la résolution du moratoire est un point de départ très important par rapport à l'abolition. Et ce n'est pas l'abolition, parce que si on lit bien la résolution, il s'agit de suspension. Il s'agit de suspension. Et qu'en est-il du Maroc? Et là, je voudrais juste dire que le Maroc, depuis 1993, il est abolitionniste de fait. C'est-à-dire que depuis 1993, même si la Constitution est avancée et qu'elle consacre dans son article 20 le droit à la vie, le Code pénal continue à consacrer la peine de mort, mais depuis 1993, il y a une attitude, une stratégie d'abolitionnisme de fait. Et ce n'est pas typique au Maroc, c'est typique aussi à la région, Mauritanie, Algérie, Tunisie et Maroc. C'est un ensemble qui a la même position et qui, dans leur constitution, même si c'est avancé, au niveau de la pratique, nous sommes dans une situation d'abolitionnisme de fait. Alors, au niveau de l'environnement juridique, je voudrais dire que le Maroc a connu en 2004 ce qu'on appelle une justice transitionnelle. Et c'est ce qu'on appelle l'instance équité et réconciliation. À la suite de cette justice transitionnelle, des conclusions ont été produites. Et dans ces conclusions, parmi les recommandations qui ont été faites au chef de l'État, c'est deux choses importantes. L'abolition de la peine de mort et la ratification du deuxième protocole relatif au pacte des droits civils et politiques. Et c'est important de voir ce que vient de dire mon collègue juste avant, la question de la souveraineté. Est-ce que c'est important? Est-ce que ça va décomplexer certains États ou est-ce que ça va générer au contraire un peu plus de consensus? Eh bien, au Maroc, à partir du moment où le chef de l'État demande au Conseil national des droits de l'homme d'appliquer les recommandations de l'IER, ça veut dire que le chef de l'État est d'accord avec l'abolition de la peine de mort et le deuxième protocole. Mais nous avons d'une part les conclusions de l'IER et nous avons aussi la Constitution de 2011 qui, par rapport aux droits fondamentaux, a été très généreuse. D'une part, l'article 20 dispose qu'il y a le droit à la vie et la loi va protéger ce droit. Il y a la protection des droits de l'homme tels qu'ils sont universellement reconnus. Il y a l'interdiction de torture, comment on appelle ça, de traitements cruels, inhumains et dégradants. Et donc, mais il n'y a pas écrit aussi nul ne peut être condamné à mort. Mais le fait qu'il y ait écrit la Constitution consacre le droit à la vie, il y a déjà plein d'avocats au Maroc qui ont déjà préparé un argumentaire. Si jamais il y a une exception d'inconstitutionnalité pour dire qu'une loi, que le code pénal est contraire à la Constitution, dès que la loi sur l'exception d'inconstitutionnalité sera votée, eh bien les avocats vont soulever cette exception devant les tribunaux pour dire que le code pénal doit être révisé. Donc, pour conclure, on a une stratégie du chef de l'État qui utilise beaucoup la grâce et ça fait qu'il y a un rééquilibrage de la politique punitive. Deuxièmement, il y a une situation abolitionniste de fait depuis 1993. Même pour des crimes contre le terrorisme, la peine de mort n'a pas été exécutée. Il y a la Constitution qui est riche au niveau des droits fondamentaux. Et puis, il y a, si vous voulez, cette culture peut-être juridique marocaine qui est intéressante dans le sens où,
Par exemple, quand on a ratifié la Convention contre l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes en 1993, juste après, il y a eu la réforme du Code du statut personnel et du Code de la nationalité. Donc, c'est possible qu'au Maroc, on puisse commencer d'abord par ratifier le pacte, le deuxième protocole du pacte civil des droits civils et politiques, peut-être et certainement ne pas s'abstenir, mais voter la résolution sur le moratoire, et puis peut-être après qu'il y aura un changement du code pénal. Mais ça encore, je parle en mon nom, mais je me dis, bon, au Maroc, nous avons une culture juridique incrémentaliste qui cherche beaucoup à travailler sur le graduel et à générer le maximum de consensus, parce que les partis politiques peut-être sont en faveur de ça, mais la société civile, elle est active, elle est en faveur de cela, mais ce n'est pas une question qui fait aussi, je voudrais dire, l'unanimité. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais dire. Il n'y a pas d'obstacle juridique à ce que le Maroc ratifie le deuxième protocole et s'engage le 10 décembre au niveau de la résolution sur le moratoire. Merci Nadia, merci pour avoir été si claire. Je vous remercie à tous les deux. Je souhaiterais maintenant, pour clôturer ce panel et avant de laisser le débat et le dialogue, je voudrais, et j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur André Lita ACBA, ministre des Droits humains de la République démocratique du Congo, qui nous avons dernièrement co-signé ensemble une tribune dans la presse africaine et française qui a fait date. Et je le salue pour son engagement et pour sa volonté abolitionniste dans un des plus grands pays d'Afrique. Et peut-être qu'il va nous expliquer un peu le processus de son pays et de lui-même. Monsieur le ministre, c'est à vous. Merci pour la parole. Je voudrais également, mesdames et messieurs, saluer l'engagement qui est le vôtre et que nous partageons, cette identité de vie, par-delà nos cultures respectives, par-delà nos pays respectifs. Si une des causes qui puisse réunir l'humanité, c'est notamment celle qui permet à ce que les caractères sacrés de la vie humaine, à quelque partie du monde que ce soit respectés. Comme il le disait à sa manière, René Cassé, il n'y aura jamais la paix à quelque partie du monde que ce soit tant que l'on ne respectera pas les droits de l'homme. La RDC, à l'instar de beaucoup de pays qui continuent à hésiter, je dirais, à ne pas aller au bout ou sinon jusqu'au bout de leur logique, allonge malheureusement, comme vous le savez, la liste des États rétentionnistes, parce que les moratoires dont on parle dans notre pays, pour notre cas, n'est qu'un moratoire de fait. Et je dois vous assurer que l'État congolais, depuis lors, évidemment sous la dispensation du président Kabila, avait formalisé les 10 moratoires, formalisé dans le sens où lorsque cette volonté a été manifestée par son prédécesseur, il y a eu confirmation aussitôt que lui a accédé également à la magistrature suprême. Et il faut avouer que depuis lors, jusqu'à ce jour, il n'y a pas eu d'exécution de peine de mort en RDC, en dépit du fait que ça et là, dans les cours des tribunaux, on assiste de façon récurrente à des condamnations qui contiennent par moments des condamnations en termes de peine de mort, ce qui est tout à fait inacceptable, sinon unique au regard de la constitution en vigueur en République du Congo à ce jour, celle adoptée au référendum par les Congolais dans leur grande majorité en 2006. Le caractère sacré de la vie humaine est constitutionnalisé dans notre pays. Nous sommes là face à un tournant
au pays depuis lors, nous faisons un effort, nous parlons aux uns aux autres. Cette question, je me permets de le dire, je l'ai déjà évoquée avec le président de la République. Je l'ai également évoqué avec d'autres responsables politiques du pays. Ce qui est vrai est qu'il y a aussi un problème culturel. Mais moi, je suis de ceux qui pensent, en tant qu'avocat, que le fait de condamner, de prononcer les condamnations à terme de peines qui vont jusqu'à amener un magistrat ou un juge à condamner à la peine de mort, c'est tout simplement violer d'abord notre constitution, mais aussi violer tous les instruments juridiques internationaux qui consacrent le caractère sacré de la vie humaine auquel notre pays a souscrit. Je vais vous donner un exemple, parce que tantôt j'ai suivi un des orateurs parler des erreurs judiciaires. Si ceci est reconnu ailleurs, ça ne l'est pas moins ici chez nous. Aujourd'hui, à Beni, par exemple, où les populations congolaises de cette partie du pays font face à des attaques injustifiées, à une violence inouïe de la part des groupes armés, dont les ADF, présentés depuis lors comme des islamistes qui sont partis de l'Ouganda pour la RDC. Il y a une cour militaire opérationnelle à Beni qui est là pour juger tous ceux qui sont capturés et amenés par des VRL par rapport aux crimes graves qu'ils auraient commis. Mais la vérité, c'est que cette cour militaire opérationnelle n'a pas le double degré de juridiction. Déjà, vous pourriez vous-même deviner le fait qu'il n'y a pas une telle garantie, alors que la constitution de la RDC consacre de façon on ne peut plus clair le principe de double degré de juridiction. Il y a une autre réalité, et qui n'est pas des moindres, c'est l'état de nos prisons. Nous avons en prison ici chez nous des gens qui sont condamnés à la peine de mort, mais l'état de nos prisons est qualifiable. Je suis moi-même membre du gouvernement. Est-ce qu'il faut-il faire semblant? Non. Est-ce qu'il faille se contenter de dire ils sont condamnés, de toute façon ils resteront là-bas, seront apportés par des maladies? Alors à ce moment-là, nous ne sommes pas un État civilisé. Or, nous le sommes. Disons, procéder de cette façon nous amènerait à ne pas, en tout cas, appartenir à la catégorie des États dits civilisés. Or, nous croyons, dire comme faire, que la RDC fait partie des États civilisés. La vérité aussi, c'est que depuis 2002, nous faisons partie des signataires des statuts de Rome. Lorsque vous lisez notre Constitution, il y a la suprématie du droit international par rapport à l'arsenal juridique congolais. Et que par le fait, nous devrions de conformer nos lois, notamment sur les crimes graves, qui sont également de la compétence de la CPI, à cet instrument juridique international qu'est le statut de Rome. C'est tout aussi simple que ça. Je puis donner un exemple pour illustrer mon propos. En 2003, dans l'une de nos provinces, l'ex-Équateur, à Songomboyo précisément, il y a eu viol massif de femmes. Nous sortions de la bien nommée Première Guerre mondiale d'Afrique. Vous permettez que je vous le dise à cet temps, parce que ce qu'on a vécu ici, avec plusieurs armées étrangères, avec certains pays qui étaient soutenus par des pays occidentaux, contre la République du Congo à l'époque, on a assisté à une situation gravissime. Et juste quand nous sortions de cette guerre, après les accords de Sun City, il y a eu viol massif de femmes dans cette partie du pays. Le juge militaire de l'époque, qui a connu de cette affaire, et a constaté que le code militaire congolais de 2002
avait beaucoup d'insuffisances, excusez-moi, notamment en ce qui concerne le viol comme l'érection du viol massif comme un crime contre l'humanité. Le juge a tout simplement évoqué les dispositions pertinentes des statuts de Rome en matière de crimes contre l'humanité, qui reprend, entre autres, le viol massif comme un crime contre l'humanité. Et c'est sur base de ça qu'il a fondé son étude de conviction pour condamner les auteurs de ces crimes graves à l'époque. Et au plan domestique, ce jugement est resté une référence. Alors, si déjà, pour des crimes graves, nous pourrions compasser certaines insuffisances du droit positif congolais avec l'arsenal juridique international, conformément à notre Constitution, qui proclame la suprématie de ces derniers au plan domestique en RDC, pourquoi ne doit-on pas le faire en ce qui concerne les cas de la peine de mort? C'est autant vous dire qu'on est dans une sorte de question-réponse dans l'équipe quiproquo, et nous sommes de ceux qui pensent que nous ne devons pas reculer. Je puis vous garantir ici, à l'occasion de ce webinaire, que nous continuons à sensibiliser ici au pays. Vous aurez remarqué que toutes ces années, la RDC a eu à s'abstenir, soit à s'abstenir chaque fois qu'il a été question de voter le moratoire universel sur l'abolition de la peine de mort. Alors, est-ce que pour autant il faut lâcher prise? Non. Je suis convaincu avec ce que nous sommes en train de faire au niveau du gouvernement, en collaboration avec mon collègue en charge de la justice, ainsi que ceux en charge des affaires étrangères, nous allons arriver cette fois-ci à voter ces moratoires. Nous allons le faire. C'est un engagement auquel on ne peut pas se dérober. Je tiens à cela d'autant plus que tout à l'heure, j'ai entendu l'un des intervenants parler des questions de justice traditionnelle, je ne sais pas dans quel pays, où il a fallu en même temps aborder l'aspect inhérent à l'abolition de la peine de mort. Aujourd'hui, dans l'état actuel des choses en RDC, nous parlons aussi de la justice traditionnelle. C'est même en cours d'implémentation par mon ministère. Je voudrais bien, dans le cadre de ce que nous faisons déjà avec vous, que vous puissiez nous prêter votre soutien pour arriver dans la foulée à obtenir l'implémentation du dit mécanisme en RDC. Mais quant à la résolution, seulement parce que le Covid ne le permet pas, je voyagerai à New York et le faire en personne, mais ce qui nous représente par rapport, à travers notre émission permanente auprès des Nations Unies, voteront cette fois-ci, les représentants de la RDC voteront la résolution par rapport à la sempiternelle question de l'abolition de la peine de mort. Notre pays le mérite. Nous sommes au cœur d'Afrique. La RDC a fait beaucoup de progrès en matière des droits de l'homme. Ce pays compte pas moins de 400 éteintes de partis politiques, autant d'organes de presse, presse écrite, presse audiovisuelle. Les syndicats, il y a le pluralisme syndical ici. Les droits de l'opposition sont reconnus. Mais ce qui est certain, c'est que nous avons des efforts à faire, assez compris sur la nécessité qu'il y a d'abolir la peine de mort. C'est plus qu'une urgence pour la RDC, tant il est vrai que dans ces pays, s'il faut s'appuyer même à notre propre culture, moi qui vous parle, je suis de confession chrétienne, je me permets de le dire, je crois que vous serez tolérants parce que en même temps, à certaines occurrences, vous avez des gens qui n'aiment pas qu'on leur parle des religions. Par rapport déjà à cette culture qui est dominante en RDC, le caractère de la vie humaine est sacré pour le christianisme. Et c'est sur ces points-là, ou sur cet aspect-là que moi, je vais continuer à accélérer
Mais déjà, par rapport au prochain vote, nous n'allons pas reculer. Parce que la vérité aussi, c'est qu'en dehors de la peine de mort, il y a même jusqu'à ce jour des condamnations à des travaux forcés dans notre pays. Encore une fois, des condamnations qui violent et notre estimation juridique est en son nom de moindre, à l'occurrence, celui ayant trait à la lutte contre la torture. Alors, nous avons cette inadéquation avec l'arsenal juridique que nous avons, auquel appartiennent tous les instruments juridiques internationaux auxquels nous avons souscrit, mais aussi le comportement ou sinon la position du pouvoir judiciaire en RDC. Et c'est juste cette réalité qu'il faut arriver à faire rapprocher. Mais en attendant, parce qu'il faut vous le dire, au niveau de l'Assemblée nationale, je l'ai dit aux ambassadeurs européens ici en RDC qui m'ont vu avant de me rendre à Genève dernièrement. Je crois le chef de la délégation de l'Union européenne en RDC, l'ambassadeur de Belgique, de France, je leur ai dit, aujourd'hui, au niveau institutionnel, même hier, ce n'était pas un problème, mais nous avons simplement une culture ici. Alors les gens pensent naïvement que le fait d'abolir la peine de mort, c'est ouvrir la voie à la criminalité. Mais dans notre État au Congo, par le fait que nous maintenons la peine de mort, on ne peut pas me dire qu'il n'y a plus commission de crimes graves, bien au contraire. Alors, il y a cette problématique à laquelle il faut répondre. Mais s'agissant de la résolution, des résolutions à voter, par principe, comme pour dire, nous sommes désormais dans un tournant irréversible. Je vous réitère l'engagement du gouvernement à souscrire à cette démarche et la prochaine fois, vous nous coterez parmi ceux des États qui ont souscrit sans réserve au moratoire des droits. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Et je suis ravi d'entendre cet engagement pour la RDC à d'autres pays. Justement, vous avez parlé de cette ambition d'amélioration de l'humanité collective que chacun a dans son pays, de la question du bien commun, la question du dialogue. Toutes ces questions ont été abordées autour de la démarche que nous avons pour l'abolition de la peine de mort, mais aussi pour cette résolution aux Nations Unies, qui, je le répète, est une résolution sur un moratoire sur les exécutions. Un moratoire sur les exécutions devrait amener un certain nombre de pays à pouvoir facilement, aisément voter en faveur de ce texte pour symboliquement montrer la tendance mondiale. Aujourd'hui, dans le monde, nous avons 115 pays qui ont aboli la peine de mort, 34 pays qui observent un moratoire sur les exécutions. Donc, cela fait 149 pays qui ne pratiquent plus la peine de mort, qui n'exécutent plus dans le monde. 121 pays de l'ONU ont voté en 2018 pour la résolution. Cela fait donc une perspective, je pense et j'espère, j'appelle les 28 pays qui ne pratiquent plus la peine de mort, qui sont soit abolitionnistes de fait ou de droit, à voter en faveur de cette résolution et d'être en cohérence avec de rentrer en cohérence avec cette résolution. Et puis, j'engage aussi les autres pays qui continuent à pratiquer la peine de mort, mais qui, je le sais, travaillent, discutent pour réduire le champ d'application, pour réduire, parce qu'il y a un vrai débat au sein des élites politiques, des parlementaires, mais aussi des avocats, des juges de chacun de ces pays. Et ces pays peuvent soit s'engager vers une abstention sur ce texte qui permettrait d'aller dans le sens de l'histoire, dans le mouvement des Nations Unies qui est porté par cette résolution. Peut-être maintenant, il y a eu puisque le panel a été brillamment clôturé par monsieur le ministre et cette annonce formidable de vote pour la résolution, peut-être je vais porter quelques questions
qui ont été soulevées par les participants, les spectateurs. Je vais vous donner ces 3 questions et peut-être après, chacun pourra y répondre. Une question a été adressée plutôt aux diplomates pour savoir comment se déroulent les discussions avec les pays opposés à la résolution et est-ce qu'il y a des attentes de changement de vote pour certains d'entre eux. Ça, c'est la première question. Une deuxième question autour du moratoire universel peine à être accepté par les pays musulmans, alors que beaucoup de pays musulmans ont adopté un moratoire de fait. Quelle stratégie pourrait-on adopter afin que ce blocage cesse? J'en profite aussi pour vous inviter à prendre connaissance de la publication que nous avons faite sur la peine de mort dans les pays membres de l'OCI, une publication très intéressante qui nous montre justement que dans le monde musulman, le soutien à la peine de mort n'est pas si important que ça, ou peut-être moins que l'on pourrait le croire. Et je vous invite on va vous la faire distribuer dans le chat. Enfin, la dernière question s'adresse au professeur Chabas. Vous avez parlé, vous attendez à une abolition d'ici 2030. Un spectateur vous pose la question de savoir si vous n'êtes pas excessivement optimiste. Voilà, je lance ces questions à ceux qui souhaiteraient y répondre. Professeur Chabas, peut-être, Bill, l'optimisme. Well, I don't think anybody can ever be excessively optimistic. Okay, I don't think that could ever be a problem. You know, as you can see from my white hair, I've been doing this work for a long time. And when I started to work on the abolition of capital punishment about 30 years ago, there was a large majority of states that were conducting executions. I remember attending a meeting once at the Commission on Human Rights in Geneva in about 1994 or 95 with and I was on a panel with representatives from Russia and from South Africa. And I spoke optimistically, but the delegates from South Africa, he was very pessimistic. And he said that in his country, people loved the death penalty and that there was a high rate of crime and it could never be abolished in South Africa. And then the Russian took the floor and he said, you know, South Africa is a paradise, he said, compared to Russia. Russia is really terrible. There, people really, really love the death penalty and the crime rate is really high. It's impossible. And the next year, South Africa abolished the death penalty. And the year after that, Russia abolished the death penalty. One can never be too optimistic in this field. We have about less than 30 countries now that continue to conduct executions. And it's like we're watching a glacier on Greenland melting. And it's going to melt. And one day it's all going to disappear. 10 years, 15 years, maybe it'll take 20. But it's going to happen soon. Est-ce que quelqu'un voudrait, du panel ou du panel précédent, voudrait prendre la parole pour ajouter quelque chose? Alors, une autre question qui sort autour de la question sur la situation aux États-Unis et le vote, le moratoire aux États-Unis. Ça peut être aussi une question qui est posée par un panéliste, enfin, un participant. Oui. Ivan. For many years, US has been steadily moving away from the death penalty. It's the issue of shrinking number of states that are executing. It's also the number of people that are being executed. And now, in reality, if we look into the numbers, there is a couple of states that contribute to the number of executions in the United States. The disturbing signal has been a restart of the so-called federal executions. After many, many years, by the end of this current President Trump's mandate,
had federal executions. It is interesting that on the federal level, the execution of death penalty is being politicized. It is encouraging that during the campaign, Vice President Biden emphasized that the part of his program will be moving away from the death penalty. So in this respect, my expectation would be that moving away from the death penalty in the United States would continue in following years. Thank you. Merci, tout à fait. J'invite aussi, nous avons sur notre site internet un papier résumant la situation aux États-Unis et les prises de position des deux candidats, le candidat Trump et le candidat Biden. Et j'invite aussi à cette réflexion autour du vote pour la résolution moratoire des Nations Unies, des États-Unis, qui a toujours jusqu'à maintenant été opposé à cette résolution. Je pense qu'il y aurait cohérence à ce que la délégation américaine s'abstienne pour aussi être en cohérence avec la situation interne dans le pays, puisque je rappelle que de nombreux États ont aboli la peine de mort et donc que la situation américaine n'est pas une situation rétentionniste, mais une situation qui est à la fois rétentionniste et à la fois abolitionniste. Et donc, il devrait, en toute cohérence, s'abstenir sur ce texte. En tout cas, voilà, c'est ce que j'appellerais à plus de cohérence. C'est important. Je souhaiterais maintenant laisser la parole à la représentante de l'Algérie qui a demandé la parole de la mission permanente à New York. Bonjour. 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 Oui. Ça va, est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend bien et on vous voit. Parfait. Je ne sais pas si vous préférez que je parle en français ou en langue anglaise. Je suis à votre disposition. L'interprétariat est là, donc vous pouvez choisir. C'est votre choix. D'accord, ok. J'ai rarement l'occasion de parler en français, vu que nous sommes aux Nations Unies. Je parle très souvent en anglais. Donc, peut-être que je vais simplement m'exprimer en langue française dans ce cas. Tout d'abord, vous remercier pour l'invitation que vous m'avez adressée pour participer. J'ai suivi attentivement les discussions. Je trouve qu'il y a vraiment des questions pertinentes et j'ai peut-être estimé qu'il serait judicieux pour moi, de ma part, d'expliquer dans un premier temps la position de mon pays sur la résolution concernant le moratoire et dans un deuxième temps, peut-être expliquer pourquoi l'Algérie vote non seulement en faveur de la résolution, mais également en faveur de l'amendement qui est introduit, vu que des fois, ça peut porter à confusion. Donc, tout d'abord, concernant la résolution en elle-même et concernant le moratoire, l'Algérie applique un moratoire de fait et non de jure dans notre pays depuis 1993. Cette décision, je le souligne, est venue alors que l'Algérie faisait face à une très très lourde et très très difficile page de son histoire. Nous faisions face au terrorisme, mais nous avons quand même décidé d'arrêter toute exécution et d'appliquer le moratoire alors que l'Algérie traversait une très très lourde page de son histoire, mais nous avons décidé d'appliquer le moratoire et il a toujours été appliqué. Donc, jusqu'en 1993, le moratoire de jure existe en Algérie. C'est pour ça que nous votons en faveur de la résolution, car nous appliquons ce moratoire et je souligne que nous sommes le seul pays d'Afrique du Nord à voter en faveur de cette résolution et de manière constante depuis 2007. Nous n'avons jamais changé de position et nous avons été constants dans notre position en faveur à cette résolution. Je dois également souligner que
tous les ans, enfin tous les 2 ans, car elle est biannuelle, nous rediscutons au sein de l'Algérie de cette position. Est-ce qu'il y a lieu d'amender notre position ou pas? Dans quel sens va la résolution? Est-ce qu'il y a des amendements substantiels? Donc, nous faisons à chaque fois, nous essayons à chaque fois de revoir et de rediscuter notre position, car comme vous le savez, les résolutions au sein des Nations Unies changent et des fois, peut-être que le message va un peu plus loin ou que ce que l'on voudrait, ou est peut-être un peu plus bas que ce que l'on voudrait. Mais jusque-là, la résolution a toujours été et a toujours bénéficié de notre soutien. Maintenant, s'agissant de l'amendement, et je fais référence à la question qui a été posée par le professeur William Chabas et qui expliquait que peut-être, n'étant pas diplomate, il ne comprend pas trop pourquoi certaines délégations votent en faveur de cet amendement, alors que d'un point de vue légal, il est perçu comme étant non nécessaire, voire hostile. Donc pour l'Algérie, nous estimons que cet amendement n'est pas contradictoire à la résolution. Pourquoi? Parce que, premièrement, il n'y a pas de normes internationales et le droit international n'interdit pas la peine de mort. La deuxième réponse est que nous estimons réellement que chaque pays a le droit souverain d'appliquer ou pas la peine de mort. Et troisièmement, s'agissant de l'Algérie, nous avons fait le choix souverain d'appliquer un moratoire de fait, comme chaque pays souverain a le droit d'appliquer un moratoire, de ne pas appliquer un moratoire, de choisir le système légal qu'il veut dans sa justice pénale. C'est pourquoi nous votons non seulement en faveur de la résolution, nous avons un moratoire et nous le soutenons, mais nous votons également pour l'amendement car, in fine, je dirais, c'est le droit souverain de chaque pays de décider de ce qu'il veut et de ce qu'il souhaite appliquer dans sa législation interne. Donc, je voulais simplement contribuer au débat pour dire que voilà comment en Algérie nous percevons cette question et la question de l'amendement, et tout en espérant que notre position au fur et à mesure des années sera toujours révisée et rediscutée de manière à ce que vraiment cette résolution maintienne son objectif et qu'elle apporte sa contribution, je dirais, au débat onusien sur cette question. Voilà. Je vous remercie de m'avoir donné la parole, monsieur le modérateur. Merci beaucoup. Merci pour cette explication autour de votre double vote. Le vote pour la résolution qui effectivement est depuis de très longues années. Vous êtes même coparrain de la résolution depuis le début. Et l'Algérie et votre explication autour de votre vote de l'amendement sur la souveraineté dont a parlé Bill Chabas, le professeur Chabas précédemment. Même si, à mon sens, la souveraineté des États est une évidence, elle n'a pas nécessairement à passer par un amendement. Et il me semble que la résolution étant d'autant plus symbolique, est un appel un peu à bouger sur ses propres lignes. Et je sais que chaque pays travaille, renforce, poussé souvent par la société civile, mais pas que, par aussi des parlementaires, des diplomates comme vous et comme d'autres, travaillent à avancer pas à pas, le fameux step by step, vers l'abolition, ou en tout cas vers une réflexion abolitionniste. Et je crois que c'est tout le sens de cette résolution, c'est comment avancer sans être dans un diktat ou autour de la souveraineté. C'est ma position aussi vis-à-vis de la question de la souveraineté. Est-ce que d'autres panélistes voudraient, peut-être Nadia Bernoussi, professeur Bernoussi.
Ah, le micro. Il faut que le petit micro devienne vert. Voilà. C'est bon là? C'est bon. Tout à l'heure, il y a eu une interrogation par rapport au lien entre la résistance à la signature de la résolution relative au moratoire et le monde musulman. Et je crois qu'il faudrait peut-être avoir de la distance par rapport à cette question, parce que moi, je mettrais beaucoup plus le lien entre les régimes autoritaires et la résistance à la signature par rapport à cette résolution que la question musulmane. Ceci dit, un nombre important de pays musulmans sont dans une logique soit de logique de peine de mort, soit d'abolitionnisme de fait et non de juré. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est de voir par exemple que dans la société civile marocaine, il y a eu un débat très important et les ulama, c'est-à-dire les docteurs de la loi musulmane, se sont prononcés sur ce sujet. Et on se rend compte, par exemple, que le président de la Ligue des ulama au Maroc, c'est-à-dire M. Abadi, qui est un docteur en islamologie, en philosophie, ben, il insiste sur le fait qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre l'islam et la peine de mort. D'où l'ensemble, parce que l'islam est souvent instrumentalisé dans ces questions, et lui insiste sur le fait que la position musulmane, en tout cas quand elle est éclairée, quand elle veut être non pas en contradiction, quand elle veut épouser les droits de l'homme tels qu'ils sont universellement reconnus, eh bien, elle dit que la peine de mort doit être utilisée uniquement dans des cas extrêmement définis et avec un nombre de juges qui vont prononcer la sentence à l'unanimité. Et on n'est pas loin ici de l'article 6 du Pacte international des droits civils et politiques qui disait que la peine de mort, elle peut être pratiquée dans des cas extrêmes. C'était juste pour dire que le lien entre pays musulmans et peine de mort doit être revisité, pas exclu, mais revisité par rapport à la position autoritariste ou anti-droit de l'homme de chaque État. Voilà, c'était juste une précision, Raphaël. Merci. Est-ce que vous voulez, quelqu'un d'autre souhaite prendre la parole pour réagir aux questions autour du prochain vote? Alors, je rappelle le calendrier. Le vote en troisième commission aura lieu à la mi-novembre, donc très bientôt. Et le vote de la résolution elle-même sur le moratoire aura lieu à la mi-décembre à l'occasion de la session plénière de l'Assemblée générale des Nations unies. Nous invitons, nous avons déjà avec les membres de la coalition mondiale contre la peine de mort et tous les partenaires membres de la coalition, avec nos partenaires locaux dans tous les pays dans lesquels nous intervenons, au Maroc, avec tous nos partenaires marocains, en Mauritanie, en RDC, au Cameroun, en Malaisie, en Indonésie, au Liban, en Tunisie, en Algérie. Nous poussons nos partenaires à contacter les capitales, les ministères des Affaires étrangères pour être sensibilisés, pour sensibiliser à cette résolution. Rappeler les détails de texte, c'est une résolution sur les exécutions, sur un moratoire sur les exécutions. Ce n'est pas une résolution techniquement à proprement parler sur l'abolition, ce qui fait que beaucoup de pays peuvent, comme l'Algérie, depuis le début, la soutenir et voire même être co-sponsor. Évidemment, nous appelons que ces pays à aller au-delà, a posteriori. La coalition mondiale contre la peine de mort, Ensemble contre la peine de mort et tous les partenaires sommes mobilisés autour de cette campagne avec aussi les acteurs diplomatiques, les coparrains de ce side event, évidemment, la Suisse, la France, la Belgique, l'Italie et l'Union européenne, mais aussi tous les acteurs diplomatiques qui sont le cœur
de cette résolution et j'espère que nous pourrons avoir nous espérons une réussite pour celle-là, malgré les conditions assez exceptionnelles liées à la crise Covid. Nous avons eu beaucoup de temps de débat. Il ne faut pas faire durer trop longtemps les webinaires, sinon les gens se lassent, même si nous sommes encore beaucoup, je vois, présents, donc c'est formidable. Je vous invite à aller sur le site d'Ensemble contre la peine de mort, trouver tous les publications dont nous vous avons parlé autour du flyer sur le moratoire qui est disponible et qui détaille très précisément la situation du vote, notre publication sur l'OCI, nos publications autour de la situation sur la peine de mort en RDC et dans les prisons en RDC, au Maroc et partout dans les pays dans lesquels nous intervenons. Je vous invite aussi à aller sur le site de la Coalition mondiale où vous trouverez énormément d'informations utiles notamment à l'occasion de la dernière journée mondiale contre la peine de mort, et à vous mettre les diplomaties, à vous mettre en contact avec la société civile internationale, Ensemble contre la peine de mort en particulier, mais tous les autres, et la société civile dans vos pays respectifs. Je souhaiterais remercier tous ceux qui ont pu participer et collaborer à ce side event, les panélistes, nos pays parrains, monsieur le ministre des Droits humains de RDC qui a fait une annonce forte. Et puis, j'aimerais aussi remercier les interprètes qui ont fait un interprétariat particulièrement de qualité, j'ai trouvé. Et c'est important dans ce monde où les langues sont le cœur du partage. Je vous remercie à toutes et à tous. Je vous invite à rester connectés avec Ensemble contre la peine de mort, ECPM, et je vous souhaite une bonne soirée pour ceux qui sont sur le méridien de Paris, Bruxelles et de Genève. Et puis, je vous souhaite, et ceux qui sont sur le méridien de New York, je vous souhaite une bonne après-midi. Merci à tous.